Lacan, nous et le réel, 112e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Les 2 derniers séminaires, apparemment, ont paru plus difficiles à l'écoute. En fait, ce sont des étapes préparatoires, un marchepied, comme dirait Ramsay, à la séance qui vient aujourd'hui, la séance 112, où je vais essayer de développer et de rendre un peu plus clair un mystère qui vraiment n'est abordable que par la psychanalyse. J'appelle la psychanalyse, bien sûr, vous le savez, la vraie psychanalyse, c'est-à-dire Freud-Lacan. Tout ce qui est littérature secondaire est à éliminer, ça n'a aucun intérêt. Donc Freud-Lacan, on va voir l'articulation et on va voir en quoi justement le sujet de l'inconscient n'a strictement rien à voir avec les approximations qui sont faites par les pseudo-psychanalystes qui justement restent coincés dans des acceptions du sujet qui ont pour origine un type de discours universitaire, notamment ce qui s'est fait de plus élevé dans ce qui s'appelle la phénoménologie, c'est-à-dire Husserl, qui a développé, donc dans la lignée de l'idéalisme allemand, donc je vous rappelle Kant jusqu'à Hegel en passant par Schelling, Fichte, etc. Donc lui, Husserl, est arrivé jusqu'à être devenu, vous le savez, le maître pendant un certain temps de Heidegger. Donc c'est chez Husserl que Heidegger suivait ses cours de phénoménologie. Et la phénoménologie, on arrive à cette conclusion-là que il ne peut y avoir de conscience que orientée, une conscience de quelque chose. Et donc ça va entraîner donc cette fonction-là qui s'appelle en phénoménologie l'intentionnalité, chez Husserl, va entraîner un grand nombre de malentendus et va mettre dans l'impasse justement les gens qui n'ont pas vraiment fait d'analyse, c'est-à-dire qui ne sont pas passés du côté du discours de l'analyste et donc qui sont restés du côté universitaire. C'est, disons, l'immense majorité des psychanalystes qui annonnent des conneries depuis des années. Et donc là, bien sûr, nous allons aujourd'hui essayer de comprendre ce qu'il en est et pourquoi ça se passe comme ça, grâce justement à ce que Lacan essaye de lever, là, et que j'ai essayé de vous amener à mon tour dans les 2 derniers séminaires. Donc, le titre du dernier, c'est « Pas sans objet ». Et donc, cette notion d'objet, là, on l'entend bien sûr comme objet de la psychanalyse. Je vous rappelle que nous avons amené ça sur un mode un peu paradoxal, puisque c'est seulement à partir de l'objet que le sujet va se découvrir en tant que sujet. Donc il y a en psychanalyse non pas une précession du sujet, donc comme dit Lacan, si on était dans une phénoménologie de type husserlien, il y aurait donc un noème ou une noèse, un objet de pensée qui serait en ligne de mire de l'intention, cette intentionnalité, viser quelque chose. La conscience, c'est conscience de quelque chose, pas conscience comme ça. Ça rappelle la Selbstbewusstsein qui aussi c'était avoir conscience de quelque chose, c'est toujours avoir conscience de soi et conscience de quelque chose. Donc on est dans le même genre de, disons, d'induction
de la langue germanique. Et bien sûr que Lacan, là, va relever ce qu'il en est de cette errance par rapport à ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'objectivité par rapport à la subjectivité. Et vous savez que la science se déclare objective, hein, c'est-à-dire une certaine approche qui fait abstraction justement du sujet qui étudie l'objet. Or, la psychanalyse, c'est tout à fait autre chose, puisque la psychanalyse, c'est vraiment l'étude du sujet lui-même, de celui qui étudie les objets. Donc, comment pouvoir être en toute rigueur logique si nous ne présupposons pas qu'il y a un effet du sujet sur l'objet. Et cependant, donc, nous sommes arrivés au cours de ces derniers séminaires-là à voir que le sujet se trompe tout le temps. Il se trompe d'abord sur son compte, alors vous avez qu'à revenir quelques séminaires en arrière, parce qu'il oublie de se compter. Quand on compte les cercles de la demande, les cercles pleins, il oublie qu'il fait un autre cercle, un cercle vide, donc il se trompe. Mais il va se tromper encore plus lourdement, parce qu'il va confondre deux registres, qui sont le registre de ce que Freud a appelé la tendance. Alors là, Lacan nous renvoie à la leçon 32 des leçons d'introduction à la psychanalyse et aux petites notes de Freud pour justement mettre en place ce qu'il en est de l'écart qu'il y a entre le Ziel de la pulsion, c'est le but de la pulsion, et l'object, l'objet de la pulsion. Et évidemment, ils ne sont pas à la même place. Et ça, c'est apparent dès la leçon 32 des leçons d'introduction à la psychanalyse de Freud. Tout ça pour vous dire que, effectivement, nous l'avons vu la dernière fois, c'est d'abord l'objet en tant qu'il est extérieur à nous-mêmes. Et cette notion d'extérieur et d'intérieur, c'est là où il y a un problème. Parce que nous confondons donc un objet qui serait extérieur et que nous sommes obligés de présupposer comme extérieur, comme nous l'avons vu avec le chasseur. Le chasseur va d'abord être appelé par sa proie, en quelque sorte. Hein. Donc, d'une certaine manière, il y a cet appel de l'extérieur sur l'intérieur. Et avant de se découvrir sujet lui-même, donc il aura dû passer par plusieurs étapes, dont ces encoches-là, de creuser, de faire des petits creux en quelque sorte, et puis un alignement de petits creux pour que le trait unaire, en tant qu'il est le signifiant, va entrer dans le monde pour lui, pour qu'il se découvre après coup sujet appelé par un objet, comme si l'objet avait toujours une préséance sur le sujet, et c'est là que s'inscrit toute la confusion. La confusion qui se poursuit aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas croire qu'il y a beaucoup de psychanalystes qui ont compris ça, qui ont compris que d'abord l'objet extérieur n'est pas ce qui est désiré, puisque cette dialectique entre l'objet qui appelle quelque chose du sujet, afin que le sujet puisse se reconnaître comme sujet, l'objet est premier, et c'est vrai que l'objet est extérieur. Mais ensuite, cet objet-là, il est un objet qui va être intériorisé par le sujet. C'est là le mirage dont il s'agit et qui a stérilisé tout ce qui, dans l'analyse, a entendu s'avancer dans le sens dit de la relation d'objet. C'est pour le rectifier que j'ai déjà passé par bien des voies. C'est une nouvelle façon d'accentuer cette rectification que je vais vous avancer maintenant. Et c'est là qu'entre en jeu ce que Lacan a appelé le fétiche. Le fétiche, c'est l'objet en tant que
il a subi la transformation d'être un objet d'abord extérieur et intégré dans l'appareil psychique du sujet, va devenir l'objet cause du désir. Donc on passe de l'objet du désir, c'est-à-dire pour le différencier de la phénoménologie de Husserl, c'est-à-dire une quête de conscience, une recherche qui serait orientée par un objet. Donc ça veut dire que l'objet, là, étymologiquement, objet, c'est devant, donc il est jeté devant, il est devant. Mais Lacan dit non. En fait, il y a une confusion là, parce que l'objet cause du désir, lui, il n'est pas devant, il est derrière le désir. C'est là où l'objet subit un renversement, qui n'est pas un renversement topologique, au sens objectalité de la topologie, mais un renversement en passant, un peu comme dans l'œil, vous savez que l'image se renverse dans l'œil, donc pour passer derrière le désir. Et donc l'objet, en tant qu'il était d'abord quelque chose d'extérieur, est devenu intérieur à l'appareil psychique. Principe de plaisir, principe de réalité du sujet. Et c'est là, justement, où il peut trouver sa Befriedigung, c'est-à-dire sa satisfaction en tant qu'il correspond à quelque chose qui est visé par la tendance. La tendance, je vous rappelle, par rapport à la pulsion, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur du sujet et qui cherche quelque chose, mais sans savoir exactement quoi. Et donc, il y a une possibilité de satisfaction de la tendance à l'intérieur même de l'appareil psychique. C'est pas le fait de posséder l'objet extérieur qui va provoquer une satisfaction, mais c'est le fait de pouvoir articuler la différence qu'il y a entre le but de la pulsion et son objet. Vous savez que si le désir vise un objet et le rate toujours d'une certaine manière, puisque c'est jamais ça, ce n'est pas ça. Donc on passe d'objet en objet, de partenaire en partenaire, de voiture en voiture, de maison en maison, c'est jamais ça. Donc le désir peut être considéré comme tragique puisque ce n'est jamais ça. Et donc la psychanalyse convoque à un au-delà qui est un en deçà, bien sûr, puisque c'est la pulsion en tant qu'elle est le moteur du désir, et ce moteur-là, lui, est comique, puisque après la tragédie et la farce, après la tragédie du désir qui n'arrive jamais à obtenir son objet, la pulsion, elle, son objectif n'est pas de viser l'objet, mais d'en faire le tour pour venir en circuit, puisqu'au fond, la sublimation de la pulsion, comme l'explique très bien Freud, c'est que sa puissance originelle qui est phylogénétique, donc qui est sexuelle, purement sexuelle, de reproduction de l'espèce, pour que l'espèce humaine ne s'éteigne pas, son destin de pulsion, c'est de se sublimer en parole. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est pas l'objet en tant que prise ou possession qui va la satisfaire, mais c'est d'en faire le tour et de revenir en circuit. Donc nous sommes dans une approche qui est exclusivement psychanalytique, parce que en deçà de la considération de structure du sujet, qui est une structure topologique, disons, qui ne peut être abordée que par la topologie. Après avoir passé toutes les étapes mises en place par Freud, à partir bien sûr de l'Entwurf de 1895 jusqu'à 1939, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le stylo lui tombe des mains dans la Ich-Spaltung, c'est-à-dire la division intérieure du sujet. Donc tout ce travail sur le sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que le sujet, puisque ça c'est le propos de la psychanalyse, Autrefois, je reçois un message, parce que vous savez que je ne crois pas du tout, enfin, n'importe quel vrai psychanalyste ne peut pas croire au discours courant, puisque la psychanalyse est une clinique du discours et un discours. Et donc, il n'y a de psychanalyse que à partir du discours
qui la conditionne et qui est le discours analytique. L'impossible discours analytique, c'est l'indécidabilité. Donc des gens qui vous disent des certitudes sur le climat qui fera dans 30 ans, alors qu'ils sont incapables de prévoir l'arrivée d'une tornade à 48 heures, c'est pour croire à ça, ça veut dire qu'on croit à autre chose, qu'on est pris dans une idéologie. Alors, évidemment, je rigole avec quelques publications où je mets en scène les évidences de l'intoxication que j'ai appelée covidioclimatisme, parce que ça répond de la même structure. Et on m'écrit, qui soi-disant s'y connaît en psychanalyse, il m'envoie les relevés de température aux Indes. J'ai dit, mais comme il est italien, je pourrais lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Che ci ne frego de la température en Inde, puisque ce sont des chiffres. Et ce qui intéresse le psychanalyste, c'est qui il parle et d'où il parle. Le d'où il parle, c'est ce que nous sommes en train de voir là. C'est-à-dire à partir de quel appel d'un objet qui est un objet petit a, que nous allons continuer à explorer aujourd'hui, et qui est le correspondant du sujet dans la formule du fantasme, en tant que c'est à partir de la formule du fantasme que le désir peut se soutenir. Donc l'entrée dans le désir se fait par le fantasme, l'objet est premier, ce qui ne veut pas dire que il n'y aura rien eu avant. Mais en tout cas, dans l'expérience phénoménale, justement, puisqu'on parle de Husserl, il apparaît comme premier. C'est d'abord quelque chose d'extérieur. On est obligé de poser un objet comme extérieur. Mais si le sujet n'est que second, c'est-à-dire qu'il apparaît dans un second temps par rapport à l'objet, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas été in nuce déjà toujours présent, puisque pour être, il aura fallu qu'il ait été au préalable, mais juste comme une graine, comme une possibilité d'être. Et là, il se révèle comme sujet. Et c'est vraiment toute la difficulté avec l'espèce que nous sommes, puisque, en étant, comme je vous l'ai déjà dit, les porteurs de la parole, nous sommes pris dans un corps, et ce corps-là, il n'est pas à confondre avec un sac. C'est-à-dire, ce corps-là, Lacan en dévoile les secrets par la topologie que seule la psychanalyse peut mettre en scène et qui commence par ce que je vous ai amené dans les années séminaires, c'est-à-dire l'objet petit a en tant qu'il n'est pas spéculaire, qu'il n'est pas spécularisable même, qu'il n'arrive pas à se refléter dans le miroir. Donc, il fait un trou là. C'est le réel en tant que c'est un trou dans le symbolique, le réel. De la même manière que, on l'a déjà vu mais on le reverra, on peut considérer que le symbolique est ce qui arrive à faire un trou dans le réel. Donc, le symbolico-réel, c'est là où nous sommes convoqués, alors que nous sommes toujours déjà pris dans l'imaginaro-symbolique. C'est-à-dire la première scène, la scène là qui est décrite dans le schéma optique, où on l'a vu aussi, avant de pouvoir la considérer comme une scène, nous pensons que c'est le monde et c'est la conséquence de la première errance du sujet, qui ne se compte pas, donc qui se trompe sur son compte, et qui ensuite va se tromper en s'identifiant à l'image dans le miroir, qui est fausse puisqu'elle est inversée, et que le moi qui en résulte là, I de A, c'est un assemblage, une accumulation d'identification à des petits autres. Donc il se trompe pour ne pas voir, justement, ou ne pas entendre plutôt, là où se jouent réellement les arcanes de son destin, c'est-à-dire dans le jeu des signifiants qui est sur l'autre scène, au-delà du miroir, sur la scène de l'inconscient. Nous sommes donc dans une forme de palais des glaces, de jeu des illusions, a priori,
Platon avait déjà campé ça avec son mythe de la caverne, mais là, disons, les choses deviennent plus précises. Il y a d'autres voix encore pour nous le faire entendre, et celui du nonsense, celui d'Alice, non pas du Wonderland, mais justement, ayant opéré le franchissement impossible dans la réflexion spéculaire qui est le passage au-delà du miroir, c'est cela qui se présente pour être tel que venir à cette singulière rencontre, c'est cela qui, dans une autre dimension, les dit explorée par l'expérience romantique, c'est cela qui s'appelle, avec un autre accent, l'amour. Avec cette leçon 32 de l'introduction à la psychanalyse de Freud, Freud amène et ramène à l'angoisse comme ce signal d'une perte de libido. Or, nous pouvons définir la libido comme cet appel de l'objet vers le sujet, et c'est comme une boussole, je vous l'ai déjà dit, c'est-à-dire que l'objet, en tant qu'il est l'objet petit a, un vide à l'intérieur même de chacun des objets du monde, qui va appeler le sujet à se réorienter vers son désir, et que l'angoisse est le seul affect qui permette, disons, d'en parler, de subjectiver quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire passer du côté de la parole par rapport à un objet qui appelle le sujet, mais pas comme illusion formelle de possession ou de prise ou d'emprise ou je ne sais quoi, mais comme le vide qui réoriente le sujet vers une possibilité d'amener quelque chose de cet objet à la parole afin de le récupérer là-haut ou derrière sur le plan des signifiants. Et donc c'est ça qui se passe dans une cure analytique, bien sûr. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que le sujet a une chance, bien que ce soit très très difficile. Hein, je suis bien placé pour en parler et pour voir ça quand même quotidiennement depuis très longtemps. Comme dit Lacan, mais pourquoi sont-ils si inféodés à leur image, hein? Pourquoi ne veulent-ils pas sortir de cette identification originelle au moi? La psychanalyse, c'est une érosion des couches du moi. Il s'agit de petit à petit de faire avec le réel qui passe par la parole et non plus par l'image, de telle manière que le moi se réduise, donc l'identification. Et nous sommes vraiment très loin de ça avec ce qu'on appelle les écoles de psychanalyse, puisque c'est l'inverse de ça. C'est-à-dire que Lacan dit faites comme moi, mais ne m'imitez pas. Miller n'a fait qu'imiter Lacan, mais il n'a pas fait du tout comme lui. C'est-à-dire, elle n'a jamais rien compris à la psychanalyse. Mais en plus, comment elle s'appelle, celle qui le représente, qui imite Miller, Bruce, je crois que c'est son nom. Et elle est arrivée un jour à Bastia en disant je ne suis plus un sujet divisé. C'est dommage pour elle. Parce que le sujet, c'est toujours divisé. Et c'est impossible de sortir de la division. Parce que la division, c'est la trace de la castration symbolique en tant que, même arrivé au bout d'une analyse, il reste quelque chose de l'ordre d'un roc, qui n'est pas le même pour les hommes et pour les femmes, mais d'une certaine manière, qui peut être dit de la même manière, puisque c'est l'objet petit a, en tant qu'il est un vide indépassable, et ça correspond à une certaine limite. L'existence de l'angoisse est liée à ce que toute demande, fût-ce la plus archaïque, la plus primitive, a toujours quelque chose de leurrant par rapport à ce qui préserve la place du désir. C'est ce qui explique aussi le côté angoissant de ce qui, à cette fausse demande, donne une réponse comblante. Mais le comblement total d'un certain vide à préserver qui n'a rien à faire
avec le contenu ni positif ni négatif de la demande, c'est là que surgit la perturbation, se manifeste l'angoisse. Apprendre à faire avec ce vide, puisque ce vide, ce n'est rien d'autre que l'objet petit a. En tant que tout objet matériel est lui-même, disons, l'enveloppe d'un vide, et que c'est ce vide à l'intérieur de l'objet qui appelle le désir du sujet, puisqu'il n'y a de désir que de manque. Et donc c'est le vide à l'intérieur de l'objet qui appelle le sujet, en tant qu'il est un manque. Et le désir est une métonymie liée au manque. De manque de ceci. C'est pas manque de ceci ou manque de cela. C'est le manque en tant qu'il est structurel chez nous, et qui fait que nous sommes justement des sujets divisés. Déjà castrés. Nous sommes déjà passés par la castration, puisque nous n'avons plus accès à ce corps-là, sauf à élaborer par la parole quelque chose qui nous y donne accès en inventant, comme le fait Lacan, la topologie, des figures qui nous permettent de comprendre que le corps fonctionne déjà comme un écosystème. Il y a un exemple que j'ai posé dernièrement sur Internet sur les bases de la médecine. Le type s'exprime très bien, c'est déjà du temps d'Hippocrate, c'est ça, et tous les bons médecins que j'ai rencontrés, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez un symptôme, il signale quelque chose que va être pris en compte par l'ensemble du corps comme une espèce de compensation. Donc si on soigne que le symptôme et qu'on réduit le symptôme, on laisse le corps dans la détresse. Donc d'une certaine manière, pour entrer dans la possibilité d'une médecine qui reste une médecine, c'est-à-dire comme celle d'Hippocrate, qui a été développée après par les homéopathes notamment, il faut revenir à cette approche-là du vide en tant qu'il est constitutif à l'origine du signifiant lui-même. C'est l'insertion du signifiant dans notre monde, c'est l'arrivée d'un vide qui n'apparaît pas parce que l'image est pleine, donc on ne le voit pas dans l'image. Mais l'image, là, ne doit pas être notre référent. C'est le trou, donc, à l'intérieur de l'image, qui est que l'objet qui appelle notre désir, lui, en tant qu'il est objet petit a, qui est la cause de notre désir, il n'apparaît pas dans le miroir. Donc c'est un trou, et c'est le trou du réel dans l'image, qui n'est pas visible. Seul le travail authentique d'une cure psychanalytique peut amener le sujet à se débarrasser de cette part d'imaginaire qui empêche l'accès au symbolique en tant que le symbolique a comme limite interne ce réel-là. Donc on passe d'un registre à un autre registre. Nous sommes là donc dans l'approche, disons, la plus précise de cet objet petit a en tant que cause. Parce que vous savez que en épistémologie, la notion de cause n'a jamais cessé de subir des réductions. Puisque quelle est la cause de ce qui arrive, hein ? On a toujours des causes, comme dans Aristote, il y a 4 causes, mais on n'arrive jamais à définir exactement quelle est la cause. Quand il vous arrive quelque chose dans votre vie, vous lui attribuez toujours une cause imaginaire. Parce que, en vérité, c'est une causalité symbolique. C'est déjà quelque chose qui est inscrit dans vos habitudes de parcourir la chaîne signifiante dans laquelle vous vous sentez être vous-même, ce qui est faux, puisqu'on ne peut jamais être soi-même, et vous répétez quelque chose. Ah oui, il m'est arrivé ça, mais parce que ça et parce que ça. Non, ça c'est de la causalité symbolique. La cause est réelle, et il n'y a de cause que de ce qui cloche. Parce que justement, entre nous et le monde, il y a une profonde asymétrie, et même, Lacan le dit tel que, il n'y a rien d'autre au monde qu'un objet petit a. Chiure au regard, c'est-à-dire, je vous laisse aux 5 possibilités d'illustration de l'objet petit a, et je vous laisse retrouver la formulation qu'en donne Lacan, mais la scène que nous avons devant les yeux n'est qu'une scène, c'est-à-dire c'est déjà de l'ordre d'une Vorstellung.
d'une représentation. C'est une représentation. Donc nous avons très souvent besoin, et la plupart des analysantes, très souvent, ont fait un peu de théâtre et de scène. Et hier, j'ai une analysante qui s'est rendue compte que, en fait, quand elle faisait de la danse étant petite, aujourd'hui elle fait du théâtre et du cinéma, c'était sa première scène, en quelque sorte. Elle s'est rendue compte maintenant qu'en fait, ça lui avait permis, justement, d'entendre quelque chose de l'ordre de la falsification imaginaire de considérer le monde en tant que monde, c'est-à-dire comme étant quelque chose de l'ordre d'une symétrie avec nous. Alors là, ça me permet d'ouvrir un tout petit volet qui me tient à cœur, parce que je viens d'entendre, figurez-vous, que dans cette espèce d'idéologie absolument délirante et débile dans laquelle nous sommes immergés, hein, c'est-à-dire les gender studies, l'antiracisme, le climatisme, etc., le technologisme à tout crin, etc., il y a bien sûr ce fantasme d'une symétrie entre nous et le monde. Une symétrie qui est héritée, bien sûr, de l'illusion que donne la première scène, c'est-à-dire celle où l'enfant s'identifie à un moi. Je vous rappelle que s'il s'identifie à ce moi, c'est parce que d'un seul coup, il voit une image qui est finie, elle. Elle est bordée, elle est parfaite, d'une certaine manière, par rapport à la sensation, lui, qu'il a de sa propre imperfection, de sa propre division, mais ce qui va plus loin que la division, qui est un morcellement, hein. Marilyn Bruce, elle s'appelle celle qui est complètement stupide, là, mais qui a l'image de Miller, qui est complètement stupide aussi. Donc, eux, ils sont plus divisés, hein, ce sont des sujets accomplis, c'est-à-dire qu'ils sont plus sujets, c'est des individus, c'est des dieux, en quelque sorte. Ils sont plus de couture, ils sont parfaits. Non, ça n'arrive jamais. Donc, tout ce qui concerne cette idéologie-là, qui nous amène à considérer à chaque fois une sorte de mêmeté, d'égalité. C'est l'égalité appliquée à tout. C'est débilissime. Donc, figurez-vous, j'y viens, que aux Arts Déco, qui était quand même une des meilleures écoles de graphisme du monde, jusque peut-être dans les années 2000. Hein. J'ai des amis, quand je faisais du graphisme, qui ont fait les Arts Déco dans les années 90, c'était quand même, il y avait de très bons profs, il y avait Talon, celui qui a dessiné le TGV, il y avait Jean Widmer qui fait la signalétique des autoroutes comme graphiste, et il y avait de grands typographes, etc. Enfin, c'était une école très sérieuse. Eh bien, il n'y a plus de cours aux Arts Déco. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est considéré comme trop descendant, les cours. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en position, comme ça, de faire descendre sur les élèves quelque chose. Alors que non, il faut un face-à-face pédagogique. C'est-à-dire l'illusion d'un petit A avec un petit A. Mais dans le discours du maître. Parce que quand on est dans le discours de l'analyste, ça ne veut pas dire que on est coincé dans une structure qu'on ne peut pas quitter. Ça veut dire que le fait d'avoir atteint cette structure par l'analyse, et ça ne trompe pas, c'est-à-dire de se mettre en position d'objet A, à n'en faire que le semblant, c'est-à-dire le signifiant, pour que l'autre en face puisse assumer une position de sujet divisé, qui met en place deux sujets en vérité, mais sans la perversion qui est de nature dès qu'il y a intersubjectivité, puisqu'il n'y a jamais symétrie, donc il n'y a jamais d'intersubjectivité, sauf à être pervers. Et nous allons y venir après avec, vous allez voir, le sadisme et le masochisme, ce que ça veut dire. Donc, tout ça est fait en sorte pour que, massivement, nous allions dans le sens de l'imaginaire, et celui qui est dans le discours de l'analyste, comme je vous dis, il est capable de passer d'un discours à l'autre. Et il reconnaît le bien fondé, par exemple, du discours du maître, en ce qui concerne les arts, notamment. C'est-à-dire que s'il n'y a plus personne qui apprend plus rien à personne, c'est foutu, quoi. Les arts, c'est une discipline extrêmement stricte. Le discours du maître, je vous l'avais campé déjà avec les peintres de la Renaissance. Hein. Quand un jeune homme rentrait dans un atelier d'un maître de la Renaissance, le discours du maître, il avait sa valeur, parce qu'il devait tout apprendre. Et j'ai été
prof d'art graphique, donc je peux vous dire que je savais dire, non, ça c'est très mauvais, ça va, mais il faut faire ça plutôt comme ci et comme ça, expliquer les raisons pour retrouver dans la logique visuelle quelque chose qui corresponde non seulement à la tradition, l'héritage des lois qui concernent le graphisme, mais aussi la sensation première de véhiculer quelque chose dont le sens ne chute pas dans la signification et une certaine harmonie, une certaine beauté. Donc là, par exemple, il n'y a plus de nu non plus. C'est-à-dire le dessin nu, c'est la seule manière dont on puisse apprendre réellement à dessiner le nu. De toute éternité, les hommes ont appris à dessiner à partir du nu. Léonard de Vinci disait, on peut tout dessiner, sauf un homme, un être humain. Donc, bien sûr, il faut apprendre à dessiner à partir d'un homme, puisque nous sommes nous-mêmes hommes, on s'aperçoit qu'on ne voit pas l'être humain qu'on a en face, donc on n'arrive pas à dessiner. Et c'est bien sûr par là que s'apprend le dessin. Mais ça n'existe plus. Dans les écoles d'art, il n'y a plus de nu. C'est terminé au nom de l'égalité. Donc vous voyez l'enfumage idéologique qui a commencé il y a 40 ans, mais qui a peut-être franchi le cap décisif avec l'annonce du Covid en 2020, là, nous sommes en guerre, etc. Vous voyez l'imposture, il n'y a pas de guerre, là, c'est juste une remise en scène de quelque chose qui avait eu lieu en 2017, qui s'appelait H1N1, c'est-à-dire une tentative de domestication du parc humain par une illusion, une prestidigitation, mais qui cette fois a marché parce que la plupart des sujets étaient prêts à une soumission beaucoup plus grande par l'effondrement qu'il y avait déjà eu du langage et des facultés critiques de dire, de discerner et de dire. Donc même les psychanalystes qui étaient censés être là en première ligne, c'est la psychanalyse d'une clinique du discours. Vous avez vu beaucoup de gens qui se sont hérissés contre ça. J'ai pas trouvé beaucoup d'appui auprès des psychanalystes à ce moment-là. Ça me semblait aberrant, mais ça l'est. Donc nous sommes aujourd'hui dans une espèce de pression idéologique qui n'est qu'une pression langagière, en fait. Mais pour résister à cette pression langagière, il s'agit de retrouver le chemin et la structure du sujet. Donc la structure du sujet, je reprends là où je m'étais arrêté tout à l'heure, donc la bande de Möbius, que nous avons vue comme étant la possibilité de rendre compte du regard comme objet petit a avec le fait qu'il n'y a pas de reflet dans le miroir. Cette bande de Möbius, elle n'a qu'une seule face. Et ça, c'est le plus important. C'est-à-dire le plus important, c'est considérer donc qu'il y a dans notre approche du symbolique, d'une certaine manière, toujours une seule face avec deux versants, mais on n'a jamais besoin de franchir de bord pour le faire. C'est pour ça que la bande de Möbius, le cross-cap et la bouteille de Klein, qui sont une évolution topologique du même principe, c'est-à-dire un objet surface, en quelque sorte. Un objet surface, c'est justement ce qui nous permet de passer de l'objet extérieur à l'objet intérieur, c'est-à-dire celui qui peut satisfaire la tendance. Cet objet surface, eh bien notre corps est comme ça. C'est-à-dire si vous avez assez d'audace pour considérer votre propre corps, c'est-à-dire par exemple votre visage ici, et puis là, hop, vous franchissez un bord en rentrant à l'intérieur de votre bouche. Et vous descendez, par exemple, le long de la paroi de l'œsophage, etc. Et vous visitez comme ça tous les organes internes jusqu'à la bouche postérieure qui est votre anus. Eh bien, vous verrez que votre propre corps lui-même a quelque chose à voir avec la bouteille de Klein. C'est-à-dire que c'est une forme qui n'est pas une forme pleine, un sac avec un nœud autour, à partir du quoi il y a ce qu'il y a à l'intérieur du sac et ce qu'il y a à l'extérieur du sac. Vous savez très bien que c'est pas comme ça qu'on fait entre l'intérieur et l'extérieur pour un corps humain, puisque vous allez tellement être sensible à quelque chose d'extérieur à vous-même que ça peut vous faire rougir, perdre vos moyens,
bander, pourquoi pas? Comme dit Lacan, l'être humain, c'est le seul qui peut bander à partir de la vue d'une pantoufle. Donc c'est quelque chose d'extérieur, donc qui là signifie cette notion de fétiche. Et donc le fétiche, c'est l'objet cause du désir qui n'est pas l'objet du désir, parce que ce n'est pas le fétiche qui est désiré, mais quelque chose qui a un rapport avec le fétiche. Le fétiche, lui, a été intériorisé, donc c'est l'objet en tant que objet-image, en quelque sorte, l'image de l'objet qui aurait été intériorisé par le sujet dans son principe de plaisir, principe de réalité, son appareil psychique, de telle manière que il va pouvoir désirer. Il va pouvoir désirer, par exemple, un partenaire. Mais ce partenaire n'a pas forcément le fétiche. La chaussure, par exemple. Je vous avais raconté en 1984, quand j'ai fait mon premier stage dans un grand magazine, le rédacteur en chef, le directeur de la rédaction, il avait une chaussure de femme, un stiletto rouge sur son bureau. C'est typiquement le fétiche, ça. C'est-à-dire, à partir de cet objet-là, on reconstruit tout le reste. C'est-à-dire la femme qui va dedans, en quelque sorte, dans cette chaussure. Mais c'est pas ça qui est désiré, c'est la femme elle-même, mais qui n'est pas assumée comme telle, parce que il y a un déclencheur, donc, d'énergie psychique. Vous vous rappelez, je vous ai dit, Freud, interrupteur de libido, donc, halte par rapport au troupeau. Dans le moi, il y a une alerte qui se fait parce que la libido marche plus. Donc c'est ça qui fait que nous abordons l'état d'angoisse, ce seul affect qui ne nous trompe pas, parce que il va nous diriger vers le réel de notre désir, qui va pas être l'objet, justement, mais qui va faire en sorte que l'objet puisse nous permettre, nous, d'aller vers notre parole. Donc, quelque chose qui va donner une possibilité de sublimation à notre pulsion. Et là, c'est pareil, ça ne veut pas dire que ça enlève toute velléité sexuelle au rapport avec la partenaire. Au contraire, même, ce n'en est que mieux, je dirais. Mais ça ne se résume pas à ça, puisqu'il y a une possibilité, justement, là, de retrouver le chemin de la pulsion en tant qu'elle est originelle et qu'elle concerne l'espèce par rapport au destin du sujet qui, lui, est strictement singulier et subjectif. Et évidemment, ça marche pour la chaussure, donc elle n'a pas forcément la chaussure, elle n'a pas forcément le fétiche, mais il est dans son entourage d'une certaine manière. Il est dans son entourage parce que il peut accueillir la projection que le sujet va projeter sur elle, c'est-à-dire sur son corps. Il va pouvoir projeter quelque chose de cet ordre-là. Il en est pareil pour le sein. Elle n'a pas besoin le sein n'a pas besoin d'être autre part que dans la tête, comme dit Lacan. Donc, et bien sûr, avec le phallus, qui est donc le troisième de la première série des objets petit a, il y a là une infinité de possibilités de variations autour de la manière dont le désir fonctionne. Et c'est à partir seulement de cette approche-là, qui est purement analytique, qu'il est possible d'entrevoir ce qu'on appelle des paradoxes, mais qui sont juste des contradictions internes au sujet, incapables d'arriver jusqu'à le lieu de ces paradoxes, qui est son propre corps, que son corps lui-même n'est pas construit comme il le pense, et il en a peur. Il en a peur parce que, d'une certaine manière, le corps n'en fait qu'à sa tête. Et surtout, nous le savons déjà depuis un moment, donc le corps est lui-même une parole. Donc, c'est pour ça qu'il est aujourd'hui possible et opportun de le considérer sous sa dimension topologique, c'est-à-dire comme une surface, et non pas comme une espèce de truc plein, dont on ne sait pas quoi, parce qu'on n'a aucune idée, aucune notion de ce qu'il y a à l'intérieur. Nous n'avons accès qu'au langage, c'est-à-dire à quelque chose qui est bidimensionnel. Donc avec un système d'opposition, comme fonctionne le symbolique, entre le haut et le bas, la gauche et la droite, le chaud et le froid, etc. Et donc c'est bidimensionnel.
Donc c'est Flatland, et nous avons affaire à Flatland. Nous sommes dans Flatland sous les aspects de la troisième dimension à laquelle nous n'accédons pas, sauf bien sûr à nous y heurter, mais pas, comme le dit ce crétin de Miller, le réel c'est quand on se cogne, mais le réel quand on se cogne c'est l'impossible à pénétrer du point de vue logique, c'est-à-dire avec notre système psychique, la capacité d'entrer dans la topologie en tant qu'elle est la seule à nous apprendre ce qu'il en est de l'objet cause du désir, sa différence avec l'objet du désir et en quoi le sujet y est appelé. Et c'est la seule manière d'appeler le sujet, parce que sinon le sujet est toujours en aphanésis. C'est impossible d'en rendre compte ou de le situer dans la chaîne signifiante, puisqu'il est toujours représenté par un signifiant pour un autre signifiant. Et là, nous pouvons nous situer donc dans le désir, et bien sûr le guide que nous avons, parce que la psychanalyse commence par là, c'est le mythe d'Édipe. Lacan démontre, en faisant la préface de la philosophie dans le boudoir, ce texte sera renommé par ailleurs Kant avec Sade, il démontre que le désir et la loi, c'est la même chose. Et il dit même, il va plus loin, il dit, là, ce qui fait la loi, c'est le désir du père. Donc quand vous pensez que les pseudo-psychanalystes se déclarent féministes, là, c'est-à-dire qu'ils coupent à la racine toute possibilité d'entrer dans l'ordre symbolique qui seul peut permettre de sortir de cette aliénation à l'imaginaire. Donc, et le désir du père, c'est celui qui va vers la mère. Donc il interdit la mère. C'est ça la loi de l'inceste. La seule loi, la loi, c'est l'interdiction de l'inceste. Donc ça veut dire que la mère est interdite. Du moment que la mère est interdite, alors forcément, elle devient objet de désir. Ça, c'est Saint Paul. C'est la manière dont déjà Saint Paul, au 1er siècle, lit les commandements moïsiaques. C'est-à-dire, loi interdit. Donc, du moment que la loi interdit, elle crée le péché, puisque s'il n'y avait pas d'interdit, je ne le désirerais pas. Et Lacan va plus loin, il dit, s'il n'y avait pas la loi, elle ne serait pas si désirable que ça, la mère. Ce n'est pas l'objet le plus désirable qu'il y a sur Terre. Mais du moment qu'elle est interdite, alors là, elle devient désirable. Là, on a l'articulation aussi entre, disons, les trois grandes, ce qu'on appelle les religions du livre. C'est-à-dire, il y a deux religions, la première et la troisième, c'est-à-dire le judaïsme et l'islam, qui sont des religions de la loi. Donc, ça veut dire une loi qui serait extérieure. Donc, nous venons de voir que la loi, même si l'objet est obligé d'être extérieur au début, la loi, elle est toujours intérieure, puisqu'elle est liée à notre désir, et que même la loi et le désir, c'est la même chose. Donc, intérieure, ça ne veut pas dire qu'elle est dans le moi, elle est dans la chaîne signifiante, ce qui est tout à fait autre chose, puisque c'est quelque chose que nous subissons, la chaîne signifiante. Nous sommes sujets de la chaîne signifiante, c'est-à-dire assujettis à la chaîne signifiante. Et il s'agit de passer de l'assujettissement à la chaîne signifiante à la subjectivation, c'est-à-dire d'assumer notre position de sujet porteur de parole et d'accomplir notre destin en fonction de ce rapport à la loi. Et là, nous avons bien sûr le christianisme qui est au milieu, qui lui, contrairement aux deux autres, n'est pas là pour guider un peuple. Les deux, Moïse vient guider le peuple juif, l'islam, même si ça s'appelle la voie prophétique, au fond, tient sur la charia qu'ils essayent d'imposer à tout le monde, qui est une loi extérieure et qui est censée guider un collectif. L'Oumma, c'est-à-dire la somme de tous les musulmans. Le christianisme n'a rien à voir avec ça. Le christianisme, vous pouvez aller voir la mélodie du bonheur, le film, vous allez comprendre ce que c'est que le christianisme, c'est tu es renvoyé
à ta propre position subjective et à ta responsabilité subjective. La loi, c'est celle que tu fais, toi, comme correspondante à ton désir, et tu l'assumes jusqu'au bout. Ça veut dire que le Christ, lui, il est venu non pas combattre la loi juive, comme il le dit. Il est venu accomplir la loi en allant jusqu'au bout, c'est-à-dire en réinscrivant le corps en tant que parole et en tant que lieu de résonance de cette parole. Donc c'est ton désir qui va te mettre dans ton rapport à la loi. Là, vous avez ce qu'il en est réellement de la psychanalyse, non seulement en tant qu'elle est l'entreprise la plus subversive qui soit arrivée depuis le christianisme, mais en plus qui procède de la même logique, une logique d'émancipation par rapport à des lois extérieures derrière lesquelles s'abritent tous les lâches et les trouillards, ou les bien-pensants, ce qui est la même chose. Pour être bien-pensant, il faut être lâche ou trouillard. Donc nous avons, les ennemis de la société d'aujourd'hui sont le christianisme. Alors, je ne dis pas la religion, hein, vous savez bien que la religion, on a déjà assez parlé avec Vatican II. La religion catholique aujourd'hui n'a plus rien de chrétien, pratiquement. Hein. Son œcuménisme lui a enlevé toute sa dureté. Quand quelque chose est bon, sachez que c'est dur. C'est la même chose. On ne peut croire qu'en la bonté des durs. Parce que chez les autres, c'est pas de la bonté, c'est de la faiblesse. Tout ce qui est bon est dur. Et Lacan lui-même disait qu'il avait érigé des falaises aux arêtes très dures et que la plupart des gens qui le suivaient n'avaient eu de cesse que de les recouvrir de guano. Le guano, c'est la chure des oiseaux, hein, de bien chier les oiseaux sur toutes les falaises, bien les arêtes, bien, pour être dans la bien-pensance et pour conforter son propre moi. Hein, parce que les gens qui veulent passer pour généreux, par exemple, c'est pour que ça leur revienne sur le plan psychique, qu'ils se disent « oui, je suis un être bon ». Donc ça n'existe plus en psychanalyse, c'est très dur, et la psychanalyse est la forme moderne de la foi. Donc vous avez là, grâce à cette possibilité de travailler sur l'angoisse et l'objet petit a, une possibilité de retrouver la logique qui suit son cours, qu'on le veuille ou pas. Imaginez un ruisselet extrêmement ténu qui serpente très péniblement dans l'épaisseur de la bêtise humaine. Ben là, vous avez, depuis, disons, la nuit des temps, en passant par Héraclite, Parménide, Platon, Aristote, etc., jusqu'à Freud et Lacan, la possibilité de trouver une émancipation avec un divorce qui est fait à partir de Freud d'avec la philosophie. Alors, le point d'acmé de la philosophie, c'est pas Husserl, ça c'est celui de la phénoménologie, mais c'est Hegel en tant que il anticipe et il sait quelque chose de cet ordre-là, sauf qu'il n'a pas encore atteint les éléments pour le dire. Les éléments qui seront amenés par Freud dans l'héritage de la lettre juive, parce que bien sûr la lettre juive est beaucoup plus intelligente que les juifs eux-mêmes. Auparavant, les juifs étaient très intelligents parce qu'ils apprenaient à lire avec la lettre juive. Aujourd'hui, ils se contentent d'autres choses, donc ça n'a plus rien à voir, et malheureusement il y a une perdition même sur ce plan-là. Et donc, dans la tradition qui est la nôtre, il y a toujours eu ce filet d'émancipation qui réclame une dureté, parce que pour arriver à percer l'épaisseur de la bêtise, il faut une certaine dureté, il faut être sans concession avec soi-même, parce qu'en sachant que lorsque vous faites des concessions aux autres, en fait, c'est que vous les faites avec vous-même. Hein. Avoir pitié de quelqu'un, etc., c'est toujours avoir pitié de soi qui se met à la place de ce quelqu'un-là. Donc, la dureté analytique, c'est ça. Mais il n'y a de bon que le dur. Le reste, ça vaut rien. La bienveillance, vous avez vu où ça mène la bienveillance, là, soi-disant la bienveillance avec les élèves, avec les salariés, etc. Vous savez que maintenant, j'en ai une parmi mes analysantes, il y a des happiness managers. Manager du bonheur. C'est dans les entreprises, elle m'a appris ça.
Et je lui ai dit, mais Happiness Manager, c'est juste pour que les salariés ne se suicident pas? Il m'a dit, oui, c'est ça. C'est pour que les salariés ne se suicident pas. Ils sont tellement pris dans les logiques de l'entreprise que ils ne peuvent pas envisager que la logique du sujet dont je viens de vous parler avec la topologie, la pré-séance de l'objet sur le sujet en tant que révélateur du sujet, toujours déjà là in nuce, mais qui ne peut se révéler qu'à partir d'un objet extérieur et ensuite intériorisation de cet objet dans l'appareil psychique, c'est-à-dire cette logique-là qui passe par la topologie et qui passe par toute la psychanalyse freudienne et la psychanalyse lacanienne, puisque Lacan n'a jamais varié, c'est le lecteur de Freud, c'est celui qui a su lire Freud, donc qui nous amène une possibilité d'émancipation et de compréhension d'un paradigme aujourd'hui qui peut être énoncé, je suis tombé là-dessus il n'y a pas longtemps, je l'avais lu il y a très longtemps, mais je me suis retombé dessus, mais je me suis dit, mais aujourd'hui je l'entends beaucoup mieux, c'est génial. C'est un paradigme qui a été énoncé par George Steiner en 1966, qui dit, au fond, c'est ou Dostoïevski ou Tolstoï. Parce que c'est deux écrivains majeurs de la même époque, qui sont tous les deux des chrétiens orthodoxes, qui ont une plume absolument extraordinaire, hein, les deux, hein, il faut bien reconnaître. Hein. Mais leur position éthique, c'est-à-dire ce qui conditionne leur écriture, la position de chacun est absolument, résolument, définitivement inconciliable avec l'autre. Pour Dostoïevski, si vous voulez faire le bonheur des autres, que vous préoccupez des éléments de la société, etc., une société plus juste, blablabla, vous allez immanquablement, c'est écrit dans la logique, finir par le totalitarisme, la torture et un enfer sur Terre. Ça rejoint bien Mandeville, avec sa fable des abeilles. Hein, les vices privés font la vertu publique. Donc, dès qu'on essaye de moraliser quelque chose, on aboutit à la dictature, au totalitarisme et au malheur sur Terre. Tolstoï dit le contraire. La justice est une tâche de vigilance morale de chaque conscience, faute de quoi le mal social prolifère par inertie. Et ils ne sont pas du même lieu. Hein. Dostoïevski, lui, a évité en Sibérie le jour même son exécution. Elle a été suspendue au moment où il allait être fusillé. Hein. Tolstoï, lui, c'était un très riche propriétaire terrien qui a, il est vrai, sacrifié ses biens matériels à l'idée de la société, aux pauvres, etc., mais qui s'en est très mal sorti, notamment avec ses femmes, et notamment la dernière, où c'était un vrai cauchemar, et elle, qui avait plus de réel, elle n'en revenait pas que lui, l'aristocrate russe, allait céder tous ses biens comme ça au nom de cet idéal délirant. Elle était beaucoup plus dans le réel que lui, et en fait, il a eu une fin de vie catastrophique. Il a essayé, c'est pas un jugement moral que je donne là, mais au fond, on peut dire que notre position aujourd'hui se résume à ça, et vous savez que je tiens depuis longtemps un blog qui s'appelle Politique de la psychanalyse. Ça ne veut pas dire que je veux amener la politique à la psychanalyse, mais montrer que la police, la cité, a quelque chose à voir avec la psychanalyse en tant qu'elle est d'abord cet objet extérieur à intérioriser. Et donc que c'est à partir de la transformation en bidimensionnalité de cette société qui va interférer avec notre appareil psychique, donc les signifiants, que nous pouvons avoir un effet dans la cité sur, non pas le fait de drainer des foules derrière soi, c'est le contraire, mais toucher juste quelques sujets qui auront déjà été touchés par quelque chose de cet ordre-là et qui vont reconnaître quelque chose qui les concerne et qui leur parle. Parce que c'est impossible de dire et de parler à quelqu'un, de le changer ou d'en faire quoi que ce soit. Mais par contre, l'éthique du bien dire, c'est-à-dire dire ce qui est, dire ce que, le dit ce que, le disque au courant. Donc ça, c'est quelque chose qui peut faire en sorte que
quelques-uns se mettent sur le chemin qu'ils ont déjà entrepris. Donc c'est toujours déjà là. Et donc il n'y a pas de promesse de changement, il n'y a pas de mouvement politique. La logique qui régit la civilisation, c'est-à-dire les sociétés, n'est pas la même que celle qui régit le sujet de l'inconscient. Alors c'est à vous de voir si vous êtes une statistique parmi les logiques de l'État, donc statistique ça veut dire logique de l'État, ou si vous considérez que vous avez un destin. Avoir un destin, c'est pas rien quand même, hein, c'est-à-dire ça présuppose de pouvoir être solide sur ses jambes, hein, puisque vous savez, la définition la plus belle que j'avais trouvée du destin, c'est celle de Jean Giono dans Le Moulin de Pologne. Le destin n'est que l'intelligence des choses qui se courbe devant les désirs secrets de celui qui croit subir, mais en réalité provoque, appelle et séduit. Donc ça veut dire que c'est une récupération de la responsabilité. Et je vous rappelle que la responsabilité, c'est la seule possibilité de sortir de la fausse alternative proposée par la société, c'est-à-dire coupable. Donc l'angoisse recouverte d'anxiété, c'est d'être coupable, de ne pas savoir de quoi. Mais là, peut-être aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais on en parlera la prochaine fois. Ce qui va former donc la position perverse, hein, c'est-à-dire masochiste, sadique, et la victimisation, c'est-à-dire la solution que propose la société. Vous n'êtes pas coupable puisque vous êtes victime. Donc vous avez votre carte de victime, et donc là c'est fini pour vous. Vous êtes à vie, vous êtes une victime. La responsabilité, c'est assumer la position que vous donne votre parole, comme dit Freud. Quelle est ta part de responsabilité dans ce qui t'arrive? Nous avons d'autres mots à dire puisque notre expérience pose et institue qu'aucune intuition, qu'aucune transparence, qu'aucune bagaille, comme ici dans le terme de Freud, qui se fonde purement et simplement sur l'intuition de la conscience, ne peut être tenue pour originelle, pour valable, et donc ne peut constituer le départ d'aucune esthétique transcendantale. Pour la simple raison que le sujet ne saurait d'aucune façon être situé d'une façon exhaustive dans la conscience, puisqu'il est d'abord et primitivement inconscient. En fait, ce que fait Lacan, très simplement, il en réfère à l'esthétique transcendantale kantienne, notez au passage qu'il y a une transcendance, et ce que découvre Kant, c'est l'a priori de l'espace et du temps. Lacan, lui, il dit « Nous allons nous-mêmes essayer de mettre en place une esthétique transcendantale. Mais sauf que ces a priori ne sont plus les mêmes. Ce n'est plus l'espace et le temps qui permettent de donner un certain ordre, une certaine logique au chaos de nos sensations, au chaos de nos expériences. Pour Kant, c'est l'espace et le temps. Pour Descartes, qui le précède un peu, c'était la notion d'étendue, qui est un a priori. Lui dit, maintenant ce qu'on a mis en place, c'est nos catégories du réel, du symbolique et de l'imaginaire. À partir de là, on peut reconstruire une esthétique transcendantale sur ces catégories. C'est ce que j'essaye de faire à la mesure de mes moyens, en vous ramenant à cette lecture, notamment du schéma optique, avec l'imaginaire de la première scène, la symbolique de la dernière, de celle qu'il y a derrière, et le réel en tant qu'il est cet objet A qui n'est pas spéculaire, pas spécularisable, et il va faire un trou dans l'image par lequel le symbolique peut revenir par l'oreille, par le trou de l'oreille. À partir de là, s'ouvre la possibilité pour le sujet d'avoir une approche de ce qu'il en est de la logique du sujet. Et la logique du sujet, qui est une logique topologique, donc de présupposition, n'a pas de rapport, c'est pas la même que celle qui régit les sociétés, les civilisations, qui poursuivent leur chemin inexorablement.
avec leur cohorte d'adeptes qui croient bien faire, qui se sentent du côté du bien, qui veulent protéger, qui veulent faire du bien aux autres, etc. Mais sauf que leur position de sujet, à eux, n'est jamais questionnée. C'est-à-dire, d'où tu parles pour dire ça? Qui es-tu pour vouloir le bien des autres? Pour qui te prends-tu? Ça, c'est plus difficile d'assumer. C'est pour ça que dans le travail de l'analyse aussi, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc ce n'est pas démocratique. Déjà, assumer la position d'asymétrie qu'il y a entre le sujet et le monde, c'est difficile. Mais en plus, donc ce qui est lié comme exigence du point de vue de l'éthique, forcément, il vaut mieux aller boire des coups et faire supporter de foot, quoi. Enfin, il vaut mieux. Disons, on s'imagine que ça vaut mieux. Sauf que, bien sûr, vous savez que la vie, il y a une logique derrière. Hein. Et puis pour les hommes, il y a une logique aussi de transmission. Et que, en psychanalyse, ce qui se transmet, c'est la généalogie. Donc en fonction de ce que vous aurez fait de votre vie, vous aurez transmis quelque chose ou pas. Alors ça ne concerne pas tout le monde. Il y en a qui s'en foutent complètement. Et c'est la majorité. Et tant mieux pour eux qu'ils fassent. C'est leur problème, c'est pas le nôtre.